皆様今日は寒い中ようこそお集まりくださいました。ルクレジオさんをこの一番大教室に迎えるのは2回目なんですが、最初日本語でご挨拶させていただきます。2009年の11月の末にお迎えして、その時にはフィクションという探求というユヌケットノメフィクションという題名ので、お話をいただきました。その時と同じように、ダイアログの形でお話を進めていくということにさせていただきたいと思います。それでこの先は、フランス語で、進行して、で、同時通訳の方に日本語に訳していただくということになります。Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur Clésio, de nous accorder de nouveau l'occasion de vous entendre dans nos murs. Et il y a 4 ans, en novembre 2009, vous avez prononcé ici même une conférence sur la forme d'un dialogue, comme aujourd'hui, avec le thème d'une quête nommée fiction. Et vous nous avez laissé un souvenir inoubliable. Cette nouvelle occasion est bien propice, car la série de vos romans qui puisent leurs matériaux dans les expériences de vos ancêtres émigrés à l'île Maurice à la fin du XVIIIe siècle, au temps de la Révolution, s'achève enfin en langue japonaise avec la publication de la quarantaine qu'on a mise en vente aujourd'hui, officiellement. Et c'est donc autour de ce cycle mauricien, 3 romans et un journal, successivement Le Chercheur d'or, Voyage à Rodrigue, La quarantaine et Révolution, comme on voit sur l'écran et dans votre dossier à la 4e page. Dans chacun de ces livres vibre le désir de reconquérir le paradis perdu, car ils ont pour thème commun le départ forcé de la maison familiale qu'ont vécu vos ancêtres directs au début du XXe siècle, à cause d'une dissension intestine ou pour une raison tout autre, on ne sait pas trop là-dessus. Chez les personnages comme chez l'auteur de ces œuvres opère naturellement la mémoire, surtout la mémoire familiale, oralement transmise. Mais en même temps, l'imagination y joue un rôle important, non moins important, pour suppléer aux défauts de la mémoire ou pour revêtir la réalité vécue d'une forme plus appropriée. D'où le thème de la conférence d'aujourd'hui, mémoire et imagination dans la création littéraire. Il me semble que ces œuvres qui s'étendent sur 18 années, de 1985 à 2003, occupent une place majeure, importante dans votre carrière. Et face à ces œuvres profondément autobiographiques, on devrait non seulement apprécier l'intérêt romanesque de chacune d'elles, mais aussi interroger leur enjeu existentiel pour l'auteur que vous êtes. Pourquoi l'auteur a-t-il réécrit les expériences de ses aïeux? Qu'est-ce qu'apporte à sa propre existence la construction fictionnelle par la quête mémorielle et par un exercice de l'imagination? C'est ce que j'ai senti en lisant Voyage à Rodrigue en particulier. Je voudrais poser un certain nombre de questions dans cette double perspective en prenant un à un les 4 livres. Double perspective, donc l'intérêt romanesque, mais aussi
la réflexion sur le sens existentiel. Mais ce qui est délicat, c'est que nous ne sommes pas dans un colloque, que je suis devant l'auteur pour parler de ses œuvres autobiographiques. Alors, je vous prie d'avance, Monsieur Lucrezio, de bien vouloir m'excuser si je manquais de finesse, malgré moi, dans ma présentation et dans mes questions. J'espère que les auditeurs et les auditrices seront mieux initiés dans l'univers de vos œuvres par votre propre voix et que leur envie de vous lire sera davantage stimulée. Alors, tout d'abord, Le chercheur d'or, qui date de 1985, et c'est par cette œuvre que j'ai connu vos œuvres, alors que j'étais étudiant à Paris, préparant une thèse. Et l'engouement a été immédiat. Donc c'est une œuvre inoubliable pour moi aussi. Et la traduction japonaise a été publiée 8 ans plus tard, en 1993. Et elle a été reprise en 2009 dans la collection Toute la littérature du monde, dirigée par l'écrivain Natsuki Ikezawa. Alors, ce roman a pour modèle votre grand-père paternel, Léon, à qui il est dédié et qui était magistrat sur l'île Maurice, mais qui, dans sa quarantaine, s'est lancé dans la recherche de trésors purement hypothétiques d'un corsaire inconnu. Et sa recherche dure pendant presque 30 ans, avec plusieurs interruptions dans l'île Rodoligue, une dépendance de Maurice, mais il ne trouve rien de matériel en tout cas. Vous ne l'avez pas connu de son vivant, vous dites, mais son histoire vous a été racontée bien des fois dans votre famille. Comment imaginiez-vous ce grand-père dans votre enfance? Donc, bonsoir. Et quelques mots pour vous remercier. Oui, excusez-moi. Quelques mots pour vous remercier d'être ici ce soir. Monsieur Nakagi a dit avec beaucoup de modestie que la traduction, qu'il avait consacré ce travail de traduction dans un esprit de fidélité. Et je vais juste dire un mot au sujet, non pas de sa traduction, mais de la traduction en général. J'ai assisté à une rencontre qui m'a beaucoup ému. C'était aux États-Unis, en Oklahoma, et une personne très âgée qui était présente là, on m'a fait savoir que cette personne, cette dame, qui avait 80 ans, était une indienne d'Amérique, qu'elle descendait des 5 nations civilisées. Elle a assisté à toutes les questions et réponses qui portaient sur la traduction. Nous étions plusieurs participants. Elle n'a pas osé parler, mais elle a, un peu avant la fin, elle a donné un papier. Et sur ce papier était écrit « Est-ce que le traducteur dépose sa traduction au pied de la personne qu'il ou qu'elle traduit ?» J'ai lu ce papier, je ne comprenais pas très bien la question, donc je n'ai pas répondu. Les autres non plus n'ont pas répondu. La conférence s'est terminée, mais la question m'a beaucoup troublé. Et en y réfléchissant, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, que la traduction, c'était une action d'amour. On ne peut pas traduire sans amour. On ne peut pas traduire si on n'a pas envie de déposer au pied du livre que l'on traduit sa traduction comme une offrande. C'était une très belle question
malheureusement, nous n'avons pas répondu à ce moment-là. Donc, c'est pour dire à Monsieur Nakaji que j'ai senti dans son travail cette action d'amour pour le texte. Et je pense que c'est le meilleur hommage que on puisse faire à un livre, c'est de le traduire dans cet esprit. Donc je remercie Monsieur Nakaji de cette traduction. Je le remercie de m'avoir invité à venir ici pour vous rencontrer. C'est en hommage toujours à cette dame qui m'a posé cette question qui était restée sans réponse. Elle est décédée depuis, donc elle n'aura pas la réponse, sauf si son esprit qui vogue vient un jour à Tokyo, ou peut-être en ce moment. Pour le livre, donc, pour répondre à la question en fait que vous avez posée. Oui, j'ai avancé un peu trop vite. Excusez-moi. Oui. Non. Je n'ai pas connu cet homme qui était mon grand-père, parce qu'il est décédé avant ma naissance, et il habitait à l'île Maurice, alors que moi, je suis né à Nice, en France, et que je n'avais pas de raison de le rencontrer. De toute façon, je ne l'aurais sûrement pas rencontré. Mais mon père, qui avait beaucoup d'admiration pour cet homme, avait gardé tous ses papiers. Et dans ces papiers qu'il gardait dans une malle, il y avait des cartes, des plans, et il y avait des textes écrits de sa main qui étaient écrits très fins. Et il y avait une écriture, en français on dit de pattes de mouche, c'est-à-dire vraiment très très petit. Il fallait une loupe pour lire son écriture. Et sur des pages et des pages, il racontait son travail de recherche de ce trésor hypothétique qu'il attribuait à quelqu'un qu'il appelait our privateer, en anglais notre corsaire, et quelquefois il disait notre corsaire inconnu, puisqu'il n'y avait pas de nom à cet homme qui aurait laissé un trésor mais qui n'aurait pas laissé de nom. Et j'ai lu ça quand j'étais enfant, avant même de lire Treasure Island, l'île au trésor. J'avais lu les papiers de mon grand-père, et ça me donnait l'impression qu'il y avait une présence physique très très forte chez cet homme que je n'avais pas connu. Et même si je ne l'avais pas planifié d'écrire à son sujet, c'était à l'intérieur de moi comme quelque chose qui devait un jour s'exprimer. Je devais exprimer cette émotion que j'avais ressentie en découvrant ces papiers. Donc c'est mon grand-père, mais en même temps, ce n'est pas mon grand-père, c'est un personnage de fiction, un personnage auquel je ne peux pas vraiment donner de visage, bien que on m'ait dit que je lui ressemblais. Et la personne qui m'a dit cela, c'était une des personnes qui avait travaillé pour lui quand il était enfant. Et j'ai eu la chance de rencontrer cet enfant qui était devenu un vieillard au fil des années et qui avait aidé mon grand-père à creuser des trous dans l'île Rodrigue. Et quand je l'ai rencontré, il a cru que c'était mon grand-père. Et il m'a dit, en créole, « Ah, c'est vous, vous revenez ?» Mais en fait, j'étais son petit-fils, ce n'est pas lui. Oui, cet épisode marque l'un des moments les plus émouvants dans Voyage à Rodrigue, avec la rencontre avec Fritz Castel. Et vous n'avez jamais connu, vous n'avez jamais rencontré, donc, parce qu'il était mort avant votre naissance. Oui. Et le roman, dans le roman, là, le héros, Alexis, est un jeune homme, moins de 20 ans, au début de son aventure, alors que votre grand-père avait dépassé déjà 40 ans, je crois, quand il s'est lancé dans la recherche de ce trésor hypothétique d'un corsaire inconnu. Et le héros du roman trouve non pas trésor matériel, mais l'amour d'humain.
bien qu'ils ne s'unissent pas vraiment, ils se séparent finalement. Et d'autre part, mais à partir d'un moment donné, le héros de ce roman, sa recherche n'a plus pour objet de trouver l'or même, mais plutôt de s'identifier au Coxsec inconnu, d'imiter ses gestes, ses sensations, voir le ciel étoilé avec les yeux du Coxsec inconnu, etc. Ce désir d'identification est un grand thème, je pense, non seulement de Chercheurs d'or, mais tous les trois de ce cycle de vos romans. Alors, on en parlera de ce grand thème d'identification, mais avant, je voudrais vous poser une question sous une forme plus concrète. Cette différence entre votre père et le héros du roman, est-ce là une façon de votre part de, reconquérir par le rêve tout ce que votre père a perdu pour sa chimère? Vous avez dit quelque chose de pareil dans quelque part là. Donc c'est une sorte de compensation, reconquérir ce qui a été perdu au moyen de l'écriture. Oui, la littérature, je crois, une des raisons de l'existence de la littérature, c'est qu'elle est parfois une compensation à la vie. Elle répare les injustices ou les manques ou les crimes de la vie. Donc la littérature a ce pouvoir de réparation. Et j'ai bien aimé que vous ayez intitulé cette rencontre en retournant la formule de Marcel Proust, imagination et mémoire, parce que la formule de Marcel Proust, qui est connue, c'est il n'y a pas d'imagination, il n'y a que de la mémoire. C'est ce que Proust a écrit. Et vous l'avez retourné parce que dans le cas de Proust, c'est vrai que la littérature porte sur la mémoire, c'est la mise au jour de la mémoire. Et pour moi, puisqu'il y a une compensation, c'est que ce n'est pas ma mémoire, c'est la mémoire de quelqu'un d'autre. Et en l'écrivant, peut-être que cela me permet de lui donner une assise, en tout cas une matérialité. Et donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'écrire ces 3 livres dont vous avez parlé, mais aussi les autres. Parce que, à un certain point, la mémoire fait défaut et qu'il faut lui substituer l'imagination. Nous n'avons pas d'autre moyen. Et l'imagination, même si elle est composée de bribes de mémoire, est une liberté par rapport à la mémoire. Et peut-être qu'au fond, Marcel Proust a écrit davantage avec l'imagination que la mémoire. Et il faudrait retourner cette formule aussi pour lui. Donc je crois que c'est un propos d'écrivain que de se soucier de la mémoire et de vouloir que cette mémoire complète les manquements de la réalité, qu'elle donne une autre réalité qui est plus vraie. Il y a un écrivain chinois qui a écrit, c'est Pachin, qui a écrit en réponse à la question pourquoi vous écrivez. Il a répondu parce que la belle vie est trop courte. Et ça veut dire que il faut faire ajouter de la vie à la vie. Il faut ajouter des sensations, prolonger le plus que l'on peut le présent, le moment de la jouissance ou le moment de la douleur ou simplement le moment de l'existence, le prolonger en ajoutant de la vie à la vie, me semble-t-il. Alors, tous ces 3 romans sont motivés, donc partent par
du désir de racheter, de reconquérir le paradis perdu, c'est-à-dire la maison familiale dont vos aïeux directs ont été chassés en quelque sorte au début du XXe siècle. Alors, si vous me permettez, nous voyons cette maison qui s'appelle Eureka, qui se trouve à Mocha, sur l'île Maurice. C'est la photo prise cet été qui est maintenant, qui n'est plus de la famille Lucrezio, mais de quelqu'un d'autre, mais qui est ouvert aux visiteurs. C'est une sorte de musée, un musée-restaurant. Et c'est à partir de cette maison que les aïeux de Monsieur Lucrezio ont été, donc, ont quitté. Et tout commence par de là. Cette maison a été achetée par votre arrière-arrière-grand-père dans les années 1850 et votre famille a été obligée de la quitter. Et autour de 1910 1917. 1917. Oui. C'est une maison typiquement coloniale créole, en bois. On dit qu'il y a 100 fenêtres dans cette maison. Elle est très grande. Oui. Et c'est en très mauvais état actuellement. Oui. Mais c'est une maison, ça s'appelle Eureka parce que à l'époque où il y avait la malaria, le paludisme, mon arrière-arrière-grand-père, qui s'appelait Eugène, a pris son cheval et il a cherché quelque chose sur les hauteurs. Et quand il a trouvé une vieille maison, c'était pas celle-là, il s'est écrié Eureka, j'ai trouvé l'endroit où je vais installer ma maison. Et donc il a fait reconstruire une nouvelle maison sur cet endroit qui est un peu sur les hauteurs et donc à l'abri des moustiques. Il y a quand même des moustiques, mais ce ne sont pas ceux de la malaria. Et donc c'est devenu la maison de la famille Leclésio pendant plusieurs générations. Mon père est né là, mes tantes sont nées là, mes grands-pères maternels, paternels sont nés là. Et c'était vraiment identifié comme la maison de la famille. Et puis, comme Monsieur Nakaji l'a dit, il y a eu de façon typique une dispute entre deux héritiers. Et cette maison a été... cette famille s'est divisée en deux. Une famille a gardé la maison et l'autre n'a rien eu. Une compensation, mais très, très insuffisante. Elle a un grand avantage, cette maison. C'est que, ayant été élevée dans une sorte de culte absurde de la maison familiale, parce que ça c'est un culte absurde, une maison familiale. Une maison c'est une maison, ce n'est rien d'autre qu'une maison. Mais on en parlait comme si c'était quelque chose de féerique. Et donc, ayant eu ça dans mon éducation, ça fait que j'ai une indifférence à l'égard des maisons. Les maisons m'indiffèrent. Je ne suis pas un admirateur de maisons. Je n'ai pas envie d'en construire. Et quelquefois, j'en visite qui sont fort belles. Ici au Japon, par exemple, j'ai visité de très belles maisons. Mais je regarde ça avec froideur, parce que je suis en quelque sorte vacciné contre cette idée de la maison qui peut être quelque chose d'extraordinaire. De même, les châteaux de la Loire m'indiffèrent. Je le regarde, mais oui, il y a de belles choses, mais je n'aimerais pas habiter là-dedans. Et pour moi, n'importe quelle maison fait l'affaire. Donc ça, c'est l'un des grands avantages de cela. L'autre avantage, c'est que je suis vacciné aussi contre la maladie coloniale. Parce que cette maison, c'est la sueur des gens qui travaillaient sur les propriétés sucrières. Ça a été construit avec la souffrance, comme l'a dit un écrivain mauricien, le sang et la sueur des ouvriers du sucre.
parce que pour construire cette maison et l'entretenir, il fallait beaucoup d'argent. Donc je suis vacciné contre ça, je regarde les châteaux de la Loire ou les châteaux en Espagne, et je pense à chaque fois aux gens qui les ont financés par leur travail, et ça me rend assez hostile au monde colonial. Et ça m'a ouvert les yeux sur l'injustice. Et peut-être parce que aussi on en parlait dans ma famille. Au niveau de la génération de mes arrière-grands-parents, un des membres de la famille a été mis dans le four à bagasse. Il était tellement méchant que les ouvriers un jour l'ont attrapé et l'ont mis dans le four où on brûlait les cannes pour se venger. C'est pour dire à quel point cette maison représente aussi des choses difficiles, pour dire le moins. Donc j'aime bien avoir dans le passé cette maison. J'aime bien qu'elle ait été perdue. C'est une bonne chose qu'elle ait été perdue. D'autant plus que quand ma famille a perdu cette maison, ils n'avaient plus d'argent. Ils ont dû travailler pour vivre. Et ils sont devenus juges, médecins, avocats, notaires. Ils ont fait des métiers. Et ils ont exercé des métiers honorables. Donc ça, c'était une bonne chose, de ne plus être encombré par la richesse. En tout cas, Eureka donc, est le prototype, le modèle de la maison de Buchan dans le Chercheur d'or, et la maison d'Anna dans la Quarantaine, et de la maison de Rosilis dans Révolution. Et l'année suivante, en 1986, vous avez publié Voyage à Rodoligue. Sa traduction japonaise apparue 12 ans plus tard. C'est le récit de voyage, d'enquête que vous avez effectué à Rodoligue en 1981 avec le projet d'écrire Le Chercheur d'or. Et sur l'île, vous avez essayé de revivre la quête de votre grand-père en vous référant sans cesse aux documents laissés par lui. Mais ce que le lecteur lit de plus touchant dans ce journal sans date, c'est les émotions et les réflexions qui naissaient sans cesse en vous. Et alors, est-ce qu'on peut voir les images de la vallée derrière l'Anse aux Ancrets? Je n'ai pas vraiment repéré l'endroit où il a fait ses recherches, mais c'est à peu près dans cette atmosphère. C'est en bas. Oui, c'est en bas. C'est à peu près à cet endroit que le grand-père de M. Lucrezio a fait pendant presque 30 ans, avec plusieurs interruptions, sa recherche du trésor caché par un corsaire inconnu. Et alors pour faire connaître un peu l'atmosphère générale du Chercheur d'or, j'aimerais bien que vous lisiez un passage que j'aime beaucoup de ce roman, l'un des plus beaux passages, c'est dans le dossier et le papier est séparé. Et il y a 3 extraits. Le premier extrait, si vous voulez bien lire, c'est un peu long, donc vous lisez le second paragraphe, peut-être. Oui, ici. Oui, si vous voulez bien, oui. Et ensuite, je demanderai à Monsieur Nakaji de le lire en japonais, pour entendre la langue. Mais au moment même où je pense à elle, où je sens ce pincement au cœur, je comprends que c'est maintenant, au contraire, que je me rapproche d'elle. Laure est au boucan, à nouveau, dans le grand jardin envahi de lianes et de fleurs, près de la maison, ou bien elle marche sur les 3 chemins des Cannes. Elle n'a jamais quitté le lieu qu'elle aimait. Au bout de mon voyage, il y a la mer qui déferle sur la plage noire de Tamarin, le ressac à l'embouchure des rivières. C'est pour retourner là-bas que je suis parti. Mais je ne reviendrai pas le même.
je reviendrai comme un inconnu. Et cette vieille malle qui contient les papiers laissés par mon père sera alors chargée de l'or et des pierreries du corsaire, le trésor de Golconde ou la rançon d'Aurangzeb. Je reviendrai imprégné de l'odeur de la mer, brûlé par le soleil, fort et aguerri comme un soldat, pour reconquérir notre domaine perdu. C'est à cela que je rêve dans le crépuscule immobile. Alors, じゃあ、日本語で。それにしてもロールのことを思うとき、そしてこんな風に心が締め付けられるとき、逆に今こそロールの一番近くにいることが僕にはわかる。ロールは再び仏館にいる。家の近くのツタや花が生い茂った広い庭にいる。さもなければ、サトウキビ畑の狭い道を歩いている。ロールは好きなその場所を一度も離れたことがないのだ。僕の旅の果てには、タマランの黒い岸辺に押し寄せる海があり、川と川が出会って海に注ぐ河口の磯波がある。僕が旅立ったのはあそこに戻るためだ。だが戻ってくるときには今の僕ではないだろう。誰か見知らぬ人間のようになって戻ってくるだろう。その時、父が残した書類を入れてあるこの古いトランクには、海賊の黄金や貴金属が、ゴルゴンダの財宝、あるいはアウランジーブが支払ったという身代金が詰まっているだろう。僕は海の蚊に浸され、火に焼かれ、兵隊のように頑強に鍛えられて、失われた屋敷を取り戻すために帰ってくるだろう。動くもの一つない白明の中で、僕が夢見ているのはそのことだ。Vous lisez si bien, je vous demanderai d'en lire tout à l'heure encore. Oui, alors c'est le passage que j'aime beaucoup, que je dis avec toujours une grande émotion. Et parce que partir, s'éloigner, c'est se rapprocher en quelque sorte. Et aller vers l'avenir est égal à retourner au passé. Cette nostalgie dans laquelle est enraciné est le désir du héros et cohérent d'un bout à l'autre de ce roman. Ce n'est pas le cas de la quarantaine. Dans la quarantaine, il y a un autre développement. Alors, à propos de cette fin, je reviendrai imprégner l'odeur de la mer brûlée par le soleil fort et aguerri comme un soldat, etc. Je pense toujours à un passage de Rimbaud, d'un mauvais sang d'une saison affaire qui ressemble beaucoup à votre passage. Est-ce que ça s'est venu comme ça inconsciemment ou bien vous avez été conscient de cette référence? J'ai été très ému que vous parliez de Rimbaud parce que Rimbaud est un personnage qui appartient à ma famille. C'est assez étonnant. La première fois que j'ai acheté un livre, c'était les œuvres complètes de Rimbaud. J'avais économisé de l'argent pour pouvoir acheter les poésies de Rimbaud. Et j'ai montré cela à ma grand-mère. Et elle m'a dit, mais ton grand-père a connu Rimbaud. Alors je lui ai dit, ah bon, est-ce que c'est possible? Pour les dates, j'ai tout de suite vérifié. Ça pouvait être possible. Parce que mon grand-père avait quitté l'île Maurice dans les années, il était encore collégien, dans les années où Rimbaud était encore à Paris. Et mon grand-père fréquentait beaucoup une famille qui allait devenir sa belle famille. Et cette famille avait un magasin de bondieuserie, où on vendait des objets pieux, qui se trouvaient donc très près de la place Saint-Sulpice. Et c'est là que, à l'étage, au-dessus de ce magasin, se trouvait le club des utistes. Les utistes, c'était ce club dans lequel se réunissaient des poètes contestataires, dont Rimbaud, et qui disaient zut au monde, hein, donc c'était les utistes. Et ils se réunissaient dans le club et ils allaient dans un petit bistrot qui était juste à côté du magasin de bondieuserie. Et je me suis dit, mon grand-père, qui devait avoir 14 ans à l'époque, 15 ans, quand il allait rendre visite à son futur beau-père,
naturellement, il devait aller au bistrot à côté, comme tous les collégiens. Et j'ai demandé à ma grand-mère et elle m'a confirmé que la rencontre entre mon grand-père et Rimbaud s'était faite dans un bistrot. Rimbaud était apparu ivre mort, comme souvent, et avait provoqué tout le monde à la boxe. C'était un costaud, Rimbaud. Et donc, tout le monde l'a calmé. Le patron du bistrot l'a mis dehors. Mais c'était la rencontre de mon grand-père avec Rimbaud. Il ne s'est pas battu contre lui, il était trop jeune. Mais il a vu Rimbaud dans sa vie. Et donc, j'ai eu l'impression que ce Rimbaud était entré dans ma famille par le biais de mon grand-père. Et j'ai imaginé par la suite ce que j'ai raconté dans la quarantaine, que lorsque mon grand-père a pris le bateau pour retourner à l'île Maurice, quelques années plus tard, il s'est arrêté à Aden. Et là, il a peut-être revu Rimbaud à ce moment-là, quasiment en train de mourir à Aden, vers la fin de sa vie, avant que Rimbaud ne monte sur l'Amazone, le bateau l'Amazone, pour retourner mourir en France. Et j'ai donc construit ce roman La Quarantaine avec la mémoire de Rimbaud. Donc, pour répondre à la question, je pense que quand j'ai lu Rimbaud, les mots de Rimbaud sont entrés en moi comme si ils appartenaient à quelqu'un de ma famille. Et donc, racontant ces romans familiaux, je ne pouvais pas ne pas identifier le langage de Rimbaud au langage que j'allais utiliser pour décrire cette personne qui connaît une expérience très forte, brûlante, et revient endurci comme un soldat, Rimbaud comme un soldat. Donc je reviendrai avec des membres de fer, je reviendrai endurci par la vie. Et je crois que ça m'est venu comme ça, comme une réminiscence inconsciente, pour répondre à la question. Alors, en lisant ce petit livre de moins de 140 pages, Voyage à Rodoligue, j'ai pensé que c'était le meilleur commentaire du Chercheur d'or. Quand j'ai lu Le Chercheur d'or, je l'ai trouvé très beau comme roman, mais je n'ai pas eu tout de suite envie de le traduire. C'est à la lecture de Voyage à Rodoligue que j'ai eu vraiment envie de traduire les deux livres, parce qu'il Voyage à Rodoligue éclaire le rapport qu'on ne voyait pas à la seule lecture du roman, Le Chercheur d'or, le rapport entre le vécu et la fiction, comment le roman a été conçu, et la nécessité d'un journal à côté du roman. Pourquoi l'auteur a-t-il tenu à parler de sa propre voix, sans se contenter d'écrire une fiction? Et justement, dans Voyage à Rodoligue, on rencontre un aveu frappant comme celui-ci. Je lis un passage de vous. Avant même d'avoir eu l'idée de l'écrire, pour la comprendre mieux, cette réalité était un rêve, un désir de voir, de toucher, de m'identifier par le corps. Je crois bien que ce que j'ai voulu dès le début, c'est revivre dans le corps de mon grand-père, être lui dont je suis la parcelle vivante. Et tout de suite après, vous dites, un instant dans ce paysage minéral, avec ce vent, ce soleil, cette lumière, j'ai été celui que je cherchais. Non plus moi, ni mon grand-père, mais le corsaire inconnu. C'est un passage extraordinaire. Ainsi, quand on lit Le Chercheur d'or et Voyage à Rodoligue ensemble, on voit clairement la multiple identification qui opère en traversant la fiction et le journal, celle du héros au corsaire inconnu, celle supposée de votre grand-père au corsaire inconnu, et votre propre identification à votre grand-mère, voire au corsaire inconnu.
ce thème d'identification est omniprésent dans tous les 4 livres, je dirais. Et peut-être qu'il est la composante la plus importante de ce cycle mauricien de vos romans, avec peut-être l'imagination et le rêve. Pensez-vous qu'il faut un modèle pour tout dépassement de soi et que c'est à travers l'effort de devenir quelqu'un qu'on y arrive? Je me demande toujours comment vous pensez, ce que vous pensez de ce thème d'identification. C'est d'abord, je voudrais confesser que j'ai voulu écrire les 2 livres en même temps. Un chercheur d'or et Voyage à Rodrigue, les 2 devaient être publiés en même temps. Oui. Et ensuite, j'ai pensé que c'était trop démonstratif et j'ai préféré séparer ces livres. Ils n'ont pas été publiés ensemble, mais ça devait être un seul livre. Et la question, ça serait pourquoi avoir envie d'écrire un journal qui relate les événements qui vous poussent à écrire un roman. Le roman devrait suffire, on ne devrait pas avoir besoin de cela. En dehors de Raymond Roussel, qui a écrit « Comment j'ai écrit certains de mes livres », qui est un texte dans lequel il commente Impression d'Afrique, c'est tout l'imaginaire de Raymond Roussel, ça ne se fait pas. On écrit rarement le journal d'un roman. Mais je pense que pour moi, c'était mettre une mise au point et je sentais que je n'étais pas justifié d'écrire Chercheur d'or, que c'était un roman qui pouvait donner prise à la critique de « c'est un livre exotique ». C'est un livre qui parle d'un autre monde. Et quand j'étais enfant, je n'osais pas dire que j'étais d'origine mauricienne. Lorsque mes camarades me demandaient d'où j'étais, je disais Maurice. Alors, comme il avait un quartier de Nice qui s'appelait Saint-Maurice, ils pensaient que j'étais né dans le nord de la ville. Et ce n'est pas que j'avais honte, mais je sentais que ce n'était pas justifié, que dire que j'étais de Maurice, c'était comme de dire que j'étais né sur la Lune. Ça n'avait pas de réalité. Que ça aurait été mieux de dire que j'étais né en Chine ou que j'étais né au Japon, mais pas à l'île Maurice. Et un peu plus tard, l'île Maurice, grâce au voyage plus facile, puisqu'on prenait plus facilement l'avion, c'est devenu un pays exotique où on allait passer des vacances. Et les gens me disaient « aux îles Maurice ». Ils pensaient qu'il y en avait plusieurs, que c'était une sorte d'archipel comme les Antilles ou comme Hawaï. Et ils pensaient qu'il y avait plusieurs îles, les îles Maurice. Moi, je ne leur disais pas « non, il y a une seule île », je n'osais pas non plus. Donc, écrire un roman qui se situait dans cet endroit, j'avais peur que ça paraisse un livre pacotille, un livre avec juste des jolis mots, des jolis paysages, et que on se demande un peu pourquoi je parlais de ça. Au préalable, j'écrivais des livres très sérieux qui parlaient de la crise que l'on vit dans les villes. Et quand j'ai publié ce livre, des amis m'ont dit « Ah ben là, tu ne t'es pas foulé. Là, tu n'as pas fait beaucoup de travail. » Parce que parler d'un pays exotique, ça leur semblait facile. Et donc, quand j'ai écrit ce livre, en même temps, j'avais prévu la critique et j'avais écrit le journal pour essayer de donner un peu une justification, comme si il y aurait un procès et je devais témoigner de la véracité de ce que je racontais, donner une dimension réelle. Et en fin de compte, Monsieur Nakaji a raison de parler de la question d'identité, parce que j'ai écrit ce livre en réalité pour
essayer de comprendre ce que cela signifiait d'être un Français né de parents mauriciens, comme on dit des émigrés j'étais un émigré de la deuxième génération. Mes parents n'étaient pas français. Et donc, nous étions même britanniques. J'ai eu pendant très longtemps le passeport britannique. Et j'ai eu le passeport français grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère était la seule personne d'origine française dans cette famille. Et donc, la question de l'identité, qui n'est pas seulement une question de passeport, mais c'est aussi une question de savoir qui l'on est, d'où l'on vient et où l'on va. Et c'était une question assez complexe. Et ce roman est un peu une réponse à cette question. Et d'autant plus complexe que le sujet que j'avais choisi était de parler d'un homme que je n'avais pas connu, qui était de ma famille, mais dont je n'avais rien qu'un portrait romantique quand même. Je me souviens d'avoir vu sa photo quand il était jeune marié. Sa femme s'appelait Anna, comme ma fille d'ailleurs. Nous avons une sorte de culte de faire revenir les prénoms dans la famille. Et donc, sa femme était très belle et ce monsieur était élégant, avait une barbe bien taillée, les cheveux longs. Et, il avait de l'allure. Et donc, je n'avais que cette photo et ces papiers. Et à partir de là, il fallait construire quelque chose. C'est là que l'imagination a servi, je pense. Oui, vous avez déjà mentionné votre rencontre avec Fritz Castel sur la pointe Vénus. Ça, c'est le moment le plus émouvant dans Voyage à Rodoligue. Et je cite, « Maintenant, je me souviens de ma première rencontre avec Fritz Castel en haut de la pointe Vénus. Étrangement, je n'ai même pas été étonné qu'il me reconnaisse tout de suite. Ne savait-il pas que je devais revenir ?» Le mot « revenir » en italique, c'est-à-dire revenir, votre grand-père revient comme un fantôme en s'incarnant dans la personne, en votre personne. Et cette illusion est déjà une sorte de, je pense qu'une sorte de victoire par l'imagination sur ce qui a été perdu. J'ai senti comme ça. Oui, c'est revenir parce que je crois que nous sommes tous habités par nos ancêtres. Nous sommes tous habités par les personnes qui nous ont précédés dans la vie, que nous les connaissions ou que nous ne les connaissions pas. Nous perpétuons leurs qualités, leurs défauts, même quelquefois leurs gestes. Et je n'ai donc pas été étonné que ce monsieur Fritz Castel puisse penser que après 60 ans d'absence, monsieur Léon Leclésio, mon grand-père, avait décidé de revenir. Bon, mais j'avais revêtu son apparence. Et je pense que d'une certaine façon, je l'avais revêtu parce que monsieur Fritz Castel, un homme très pauvre, un pêcheur, un petit agriculteur, qui avait vécu une vie très aventureuse, avait une maison en haut de la colline, assez difficile d'accès, à peu près là où nous avons vu tout à l'heure dans l'image. Et cette maison était protégée par 3 chiens. Et j'étais accompagné de ma très jeune fille, et les gens qui m'avaient indiqué la maison m'ont dit « il faut faire attention, ces chiens sont très méchants. Les chiens de monsieur Castel sont très méchants. » Et quand je me suis approché, ces chiens ont été très doux. Et j'ai pensé que ces chiens m'avaient reconnu, et qu'ensuite monsieur Fritz Castel m'avait reconnu. J'avais revêtu une apparence presque fantomatique, en tout cas une apparence familière, une apparence... sans être magicien, je crois volontiers à la magie. Je crois que nous portons quelquefois des gestes, nous portons des apparences qui ne sont pas les nôtres, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de plus loin. Ça aurait pu venir de ma grand-mère, Anna. Peut-être ça venait aussi d'elle.
Et ça venait aussi de mon grand-père. Alors, maintenant, nous passons à la quarantaine, peut-être. 10 ans après l'apparition donc, de Chercheur d'or, vous avez publié le deuxième roman du cycle, la quarantaine, qui a d'ailleurs révélé l'existence du cycle. Je me suis réjoui de savoir qu'il y a la suite de Chercheur d'or. Alors que le chercheur d'or avait pour modèle le grand-père paternel, votre grand-père paternel Léon, la quarantaine s'inspire d'une expérience de votre grand-père maternel Alexis, et les deux, vos deux grands-pères sont de vrais frères jumeaux, et dans ce roman, Jacques, personnage façonné à partir d'Alexis, peut-être, est un médecin de 28 ans. Je présente sommairement l'action générale de ce roman pour intéresser ceux qui sont là. Donc Jacques est médecin de 28 ans. Il est en route vers Maurice pour un retour provisoire. Et avec sa femme Suzanne et son frère Léon, plus jeune que lui, de 9 ans. Et à la suite d'un conflit au sein de la famille, dont on a parlé déjà, la maison d'Anna, où il a passé son enfance, n'est plus à lui. Le paradis perdu constitue un élément fondamental du roman, comme c'est le cas des deux autres romans. Juste avant d'arriver à Port-Louis, la capitale de Maurice, la variole se déclare chez 2 hommes embarqués illégalement à Zanzibar, et les autorités sanitaires de Maurice refusent l'entrée au bateau. Tous les passagers sont alors arrêtés sur une petite île, et l'essentiel du roman, les 3/4, est consacré à leur vie pendant la quarantaine, qui dure littéralement 40 jours. Le récit se déroule sous la forme du journal tenu par Léon. Dans ce microcosme que seul relie au monde extérieur, le bateau qui leur apporte un peu de nourriture, des drames se produisent. La révolte des courriers dans la pénurie qui va en s'aggravant, l'opposition entre les passagers et les courriers sur la répartition des vivres, le désir de domination que manifestent 2 hommes, fabriquant des lois et menaçant les autres de leurs fusils, l'indifférence des patriarches de Maurice à l'appel de secours des retenus, l'envoi des malades sans espoir sur un îlot tout proche, etc. Mais Léon rencontre Julia, une jeune fille vivant sur l'île, avec sa mère malade, et il commence à s'aimer, tandis que Suzanne, tombée malade, Jacques est déchiré entre la responsabilité de médecin et son affection pour sa femme. Pour moi, l'intérêt majeur du roman consiste, l'un des intérêts au moins, dans la fissure croissante qui se creuse entre les 2 frères à l'occasion de la maladie de Suzanne et de la mort de Léon. Au terme de la quarantaine, ils apparaissent, les 2 frères appartiennent à 2 mondes très éloignés, et une fois arrivé à Maurice, Léon disparaît avec Julia pour ne jamais revenir vers le couple que forment Jacques et Suzanne. Voilà à peu près l'action générale. Alors, pour continuer la question d'identification, tout comme le corsaire inconnu dans Le Chercheur d'or, il y a donc, dans la quarantaine un personnage mythique qui est Rimbaud, qui exerce une forte attirance sur les personnages principaux. Dès la première page, comme vous avez déjà dit, apparaît Rimbaud, le voyou, qui ivre, menace la clientèle d'un bistrot parisien de ses gestes violents, avant d'être calmé
est ramené dehors par Verlaine. Et le roman s'achève par la scène où le narrateur Léon, le narrateur moderne Léon, visite l'hôpital de la Conception de Marseille où est mort justement Rimbaud. Et entre-temps, Jacques et Léon rencontrent, comme vous avez dit tout à l'heure, à Aden, Rimbaud gravement malade, attendant le bateau qui le ramènera en France, et Léon en subit une fascination extraordinaire. Dans la dernière partie du roman, Anna, la petite fille du patriarche, empoisonne les petits chiens orphelins au marché de Mahébourg au moyen du même poison, la strychnine. Ça s'appelle comment? Ainsi, là? Strychnine. Ah oui, oui. Alors c'est le poison que Rimbaud, l'empoisonneur, utilisait pour tuer les chiens errants de Harare. Ça, c'est un fait, hein. C'est un fait qu'on lit dans sa biographie. Ainsi, ce roman est-il aimanté, magnétisé par Rimbaud? Alors, pourquoi Rimbaud? Vous avez déjà répondu, je pense, à peu près. Mais pourquoi la nécessité de ce pôle magnétique dans chacun de ces romans? Cette magnétisation est capitale, je pense, dans... Oui. Je crois que c'est la façon dont l'imagination travaille. C'est l'imagination travaille en agglutinant, en récoltant des parcelles de réalité et en les magnétisant et en formant ces dessins très particuliers que forme la limaille de fer aimantée qui se regroupe sur une feuille de papier et dessine des figures géométriques mais irréelles en même temps. Donc les deux romans sont aussi des romans induits par des histoires qu'on m'a racontées. Le premier roman, Le chercheur d'or, est suscité par la mémoire écrite de mon grand-père Léon. Le deuxième est suscité par la mémoire orale de mon grand-père Alexis, qui étaient effectivement des frères, puisque je suis de ceux qui sont nés de cousins germains. J'ai des parents, j'ai deux grands-pères en commun, enfin deux grands-pères frères. Et donc, il y a une accumulation d'éléments familiaux tout à fait insupportables. Je connais un autre écrivain qui est dans la même situation, c'est l'historien Luis González, un Mexicain, qui a écrit Pueblo en Vilo, le village suspendu. Lui aussi est né de parents cousins germains, et il est absolument hanté et troublé par la mémoire orale, la mémoire de sa famille. Il y a une telle accumulation d'éléments venant de la même famille, une telle consanguinité psychologique qu'il est contraint d'écrire sur ces sujets-là. Et cet ami, donc Luis González, a consacré sa vie à décrire sa famille dans un petit village du Mexique. Et comme moi, on peut dire, j'ai consacré une partie de ma vie à mettre au jour des secrets de famille ou des éléments de famille qui se rapportent à une île qui est comme un village. L'île Maurice, c'est comme un village. Et donc, quand j'ai écrit ces deux romans, je n'ai pas voulu que ce soit évident, donc j'ai naïvement interverti les noms. Dans Le chercheur d'or, le personnage s'appelle Léon. Alexis, puisqu'il s'agissait de Léon. Et dans la quarantaine, il s'appelle Léon, puisqu'il s'agissait d'Alexis. Bon, c'est élémentaire, on va dire, n'est pas très compliqué. Mais les deux se rapportent à de la mémoire familiale.
Et mon grand-père Alexis, effectivement, a laissé cette mémoire orale que j'ai recueillie auprès de ma grand-mère. Le fait qu'il a rencontré Rimbaud dans un bistrot, mais aussi le fait qu'il a séjourné sur l'île Plate pendant un mois à peu près, à cause d'un problème de quarantaine. Alors lui n'a pas connu cette expérience de la révolte, mais quelques années auparavant, en 1860, un navire appelé Hyderi a débarqué des coulis sur l'île Plate, et comme il y avait un danger que la variole se répande sur l'île Maurice, on les a oubliés. Ils ont été abandonnés sur cet îlot, et ils sont morts pour la plupart sur cet îlot, en regardant de loin, en voyant de loin l'île Maurice. Et donc j'ai transposé ce fait divers de l'histoire tragique de ces coulis qui ont été abandonnés à cette période dans laquelle mon grand-père a été mis en quarantaine sur l'île Plate. Et donc j'ai fait ce jeu, j'ai un peu triché dans les dates pour que les deux puissent avoir lieu en même temps. Mais c'est une histoire réelle, doublement réelle, puisque mon grand-père a été en quarantaine et qu'il y a eu cet abandon criminel des coulis sur l'île Plate. Et si vous allez à l'île Plate, ne manquez pas de visiter les tombes, parce que cette île est recouverte par les tombeaux de tous ceux qui sont morts là. Et c'est très émouvant. Ce sont pour la plupart des tombes effacées. Beaucoup des coulis ont été simplement brûlés, mais ils édifiaient des monuments. Ces monuments sont en train de s'effacer. Donc ce roman, c'est un peu un monument en hommage à ces personnes. Et par la suite, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant à l'île Maurice qui s'appelle Tristan Bréville. C'est un photographe qui a fondé le musée de la photographie à l'île Maurice. Il a recueilli toutes les photos et il avait milité un jour pour que l'île Plate devienne le musée de l'amour. Et évidemment, personne ne l'a suivi dans son projet. Il voulait faire un musée de l'amour sur cette île qui a été tellement tragique. Mais moi, je ne devais pas faire un musée, mais j'ai proposé aux gens de l'île Maurice de faire en sorte que ce soit classé au titre du patrimoine mondial, parce que comme Ellis Island à New York ou comme d'autres endroits, c'est un endroit de transit, c'est un endroit qui a connu le grand drame du 19e, 20e siècle, qui était la migration des populations à la recherche de la survie. Je crois que je n'ai pas répondu du tout à la question que vous avez posée. Non, c'est bien. Alors, en lisant la quarantaine, j'ai eu l'impression que vous avez intégré en quelque sorte la dimension romanesque et la dimension explicative ou critique et qui incarnait, qui a été rempli par le voyage à Rodrigo vis-à-vis du chercheur d'or. On peut considérer, je pense que le Léon narrateur, qui a le même nom d'ailleurs, Léon Archambault, le narrateur moderne, a le même nom que celui de son grand-oncle Léon Archambault, le Léon disparu, le héros de la quarantaine. On peut considérer que ce Léon narrateur de la première cinquantaine de pages de votre roman et de la dernière cinquantaine de pages est l'avatar de l'auteur de Voyage à Rodrigue sous la forme d'un personnage romanesque. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi cette fictionnalisation de l'auteur, en quelque sorte, l'intégration de l'auteur dans la fiction, dans le cas de la quarantaine? Je pense que les personnages principaux de beaucoup de romans, ce sont les auteurs eux-mêmes. Et beaucoup de romans n'ont d'autre but que de mettre
en scène la vie intérieure, l'imagination et peut-être les justifications parfois des auteurs. Et c'est donc que beaucoup d'écrivains, et je ne fais pas exception, sont non pas forcément des gens vaniteux, mais ce sont des personnes qui se fictionnalisent en écrivant. Le fait d'écrire leur donne une existence. Et cette existence, elle est dans le papier et dans l'encre, beaucoup plus que dans la réalité. Et c'est sans doute ce qui fait des romans, c'est cela qui fait du roman un genre d'abord bâtard. Le roman est un genre indéfinissable parce qu'il mêle l'autobiographie, la poésie, les recherches sociales, l'histoire, et aussi qui fait du roman un genre, comment dire, cela fait du roman quelquefois quelque chose qui ressemble à un piège. Et quand je lis beaucoup de romans, j'ai l'impression que l'auteur cherche à me capturer dans son piège, parce que il ne dit pas la vérité et il pose des trappes, il pose des pièges pour que je sois pris par ce qu'il raconte. C'est ce qui fait que le roman est tellement différent du récit historique ou de la poésie. La poésie est très proche de la philosophie, et le roman, c'est un genre qui vous capture et qui cherche à vous changer, à vous transformer. Et les romans qui m'ont toujours captivé moi-même sont des romans dans lesquels j'ai eu le sentiment que je pouvais me perdre, que je pouvais être perdu dans le roman. Un peu comme dans ce que raconte, je crois que c'est Garcilaso de la Vega, un conquistador espagnol, qui raconte que dans toutes les guerres, on pourrait dire ça aussi du genre littéraire, le vaincu est vaincu et le vainqueur est perdu. Mais il n'y a pas de vainqueur en fin de compte. Donc on est capturé. Et je pense que c'est ça qui fait ce n'est pas volontaire, c'est irrémédiable. La littérature, ce n'est pas la vérité. La littérature, ce n'est pas la réalité. C'est un moyen de vous saisir et de vous transformer. Et quand vous vous sentez vraiment transformé, la littérature a opéré ce qu'elle fait de mieux. C'est à ce moment-là que la littérature est vraiment très efficace par rapport à l'histoire. Vous pouvez lire l'histoire avec froideur ou avec indignation, mais vous ne sortez pas indemne d'un roman, de la lecture d'un roman. Quand vous l'avez terminé, vous êtes transformé, vous êtes changé. Quelquefois, vous êtes indigné aussi, mais vous êtes certainement transformé. Et j'ai beaucoup aimé lire la littérature quand j'étais enfant. J'ai beaucoup aimé lire Lazarillo de Tormes, un des grands romans de l'histoire de la littérature, un roman anonyme, où Don Quichotte de Cervantes, ça c'est des romans dont vous sortez transformé, surtout quand vous êtes enfant. Mais pour lire des romans, et je crois que M. Nakaji donne la preuve de cela, il faut avoir gardé un esprit d'enfant. Sinon, vous allez être insatisfait, vous allez plutôt vous tourner vers l'histoire ou vers la sociologie. Mais si vous vous laissez prendre par un roman, c'est que vous avez gardé quelque chose de votre esprit d'enfance. Oui, mais à ce propos, Baudelaire a dit « L'enfant voit tout en nouveauté ». Il est très difficile pour un adulte de voir tout en nouveauté. Oui, oui. On est tellement habitué aux choses. Alors, je voudrais
vous poser une question maintenant concernant la part qu'occupe l'imagination dans votre écriture. La troisième partie consacrée dans la quarantaine, la troisième partie consacrée à la vie de la quarantaine, occupe les trois quarts, comme j'ai dit tout à l'heure, du roman. Elle est écrite comme un journal de Léon, le disparu, inséré de part et d'autre par la narration de Léon, le narrateur moderne, comme une mise en abîme. Donc, la structure générale de ce roman est une sorte de mise en abîme, en apparence. Au centre, il y a le journal, mais le mot journal n'est jamais mentionné, parce qu'on ne sait pas sous quelle forme ce récit existe. Mais en tout cas, ça se passe comme un journal, et au début et à la fin du roman, c'est le narrateur Léon qui parle. Mais pour ce qui concerne la partie centrale, est-ce vraiment Léon disparu qui assure la véracité, l'authenticité du récit? Le lecteur se demandera, parce que, au point de vue objectif, il est peu probable que le Léon disparu ait écrit une telle chose. Il n'a pas dû avoir le temps pendant la quarantaine. Et bon, finalement, je me suis dit que c'est aussi le narrateur moderne qui compose par l'imagination en se fondant sur le récit très lacunaire qu'il a entendu bien des fois depuis son enfance de sa grand-mère Suzanne. Est-ce qu'on peut interpréter comme ça? Oui, c'est tous les romans, je crois, comprennent une règle invariable, c'est que on doit faire confiance au narrateur. Mais qui est le narrateur, c'est très difficile de le dire. Le narrateur n'est pas forcément la personne qui dit je, ce n'est pas forcément quelqu'un d'objectif. Le narrateur, c'est ce personnage fictif qui est l'écrivain. Et dans tous les romans, il y a ce personnage fictif, que le roman soit écrit à la première personne, à la troisième ou quelquefois à la deuxième personne du pluriel, c'est toujours un personnage fictif qui s'introduit dans le roman pour que le roman existe. C'est un peu comme un démiurge, c'est quelqu'un qui crée de la réalité avec rien, et nous sommes bien obligés de suivre cette réalité. Et moi, je n'aime bien l'idée de la mise en abîme parce que je crois que le temps n'est pas linéaire. Je pense que le temps, je ne sais pas si c'est cyclique, mais le temps, le présent, cela n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce mélange continuel des époques, époque passée ou époque à venir. Il y a un télescopage, une rencontre continuelle des époques. Et le roman est un genre approprié pour rendre compte de ce choc des époques. Que tout ne se passe pas au présent. Et quand ça se passe au présent, parce que l'on utilise le présent de l'indicatif en français, cela ne veut pas dire que c'est là, c'est en ce moment. Ça veut dire que au moment où c'est écrit, c'est là, mais dès le moment où la phrase a commencé de s'écrire, elle est déjà du passé, où elle inclut déjà des phrases à venir, et il y a une rencontre des temps, donc une mise en abîme, puisque tous les temps se rencontrent les uns les autres. Et dans la quarantaine, j'ai voulu faire rencontrer l'époque de Rimbaud avec l'époque de Léon,
J'ai voulu aussi que l'époque de Léon soit celle du narrateur qui est au présent, qui vit dans les temps modernes. Et j'ai voulu que tout cela aussi porte une autre époque, qui est celle de la guerre des Sipais. La guerre des Sipais, Sepoy en anglais, ça a été un des moments extraordinaires de l'humanité. C'est lorsque le peuple indien s'est rebellé contre la présence des Anglais et a décidé de se libérer. Et donc, il y a un personnage dans le roman qui appartient à la guerre des Sepoy, puisque Suryavati est née de cette époque. Elle a été exilée parce qu'on exilait les gens à l'époque. Lorsque vous circulez à l'île Maurice, si jamais vous y allez, on conduit à gauche comme au Japon, ne manquez pas de rendre hommage aux Sepoy, parce que ce sont eux qui ont construit toutes les routes qu'il y a à l'île Maurice. C'était des travaux forcés, ils étaient prisonniers des Anglais, et les Anglais leur ont donné à construire toutes les routes qu'il y a à l'île Maurice. Et donc, on vit dans ce pays, comme au Japon, comme en Inde, on vit sur les ossements, sur les poussières, sur les traces de l'histoire. Et c'est pourquoi la mise en abîme, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cela parce que ce n'est pas... c'est la bonne dimension du roman. C'est ce mouvement, ce va-et-vient, cette fluctuation, cette hésitation entre les temps, entre le passé, le présent, le futur. On passe de l'un à l'autre au gré des phrases. C'est le procédé précisément que vous avez utilisé dans Désert, par exemple. Oui. Et, alors, au sujet de ce livre exercice de la part de l'auteur, de l'imagination, l'un des moments les plus euphoriques, je dis, au fond, bien que le thème soit très sombre, la quarantaine, je pense que la quarantaine est un roman euphorique, en fin de compte. Et ça, on le sent en lisant la dernière partie, entre autres. L'un des moments les plus euphoriques, jubilatoires même, est réservé à la dernière partie, au narrateur Léon qui est en visite sur l'île, à la recherche des traces de son grand-oncle Léon. La tante Anna offre son vieux cahier de courrier qui contient un récit intitulé Sita. Il s'agit de l'histoire ancienne de l'amitié pure et ardente entre Anna, adressante, et une belle fille indienne précoce nommée Sita. À la lecture de ce cahier, Léon, le narrateur, est frappé par l'intuition que Sita est bien cet enfant né de l'union de Léon, le disparu, et de Suryavati à la fin de la quarantaine. Et il se rappelle comme leur ombre la figure du couple indien tenant un bébé entrevu par la fenêtre de l'autobus. Cet épisode, ce double épisode est émouvant dans la dernière partie, au même degré que la figure de la tante Anna, pour moi. Alors, cette rêverie n'est pas fondée. Elle est une pure fantaisie, mais le non fondé n'est pas forcément insignifiant. Au contraire, si Léon et Suryavati ont eu un enfant, ils ont d'abord survécu, ils doivent avoir survécu à ce cyclone terrible survenu l'année suivante, la quarantaine, sur Maurice, et si Sita est leur enfant, et qu'elle était liée d'une amitié ferme et passionnée avec Anna, ce n'est pas dit explicitement par vous, mais j'ai deviné ce que vous souhaitez en écrivant ce passage, c'est que la petite fille de l'homme qui a chassé toute la famille de son
frère cadet, Antoine, père de Jacques et de Rayon, et la petite fille de celui-ci, ont réalisé la réconciliation de la famille divisée à l'intervalle de 2 générations. Cette rêverie insolite en soi est la source de joie, il me semble. Et cette intuition secte chimérique marque pourtant le moment le plus exact et jubilatoire du roman. Est-ce qu'on peut interpréter comme ça? J'aimerais bien interpréter comme ça. Oui, je ne sais pas si j'ai été aussi habile que vous le décrivez. En fait, cet épisode dont vous parlez m'a été inspiré par ma tante, la sœur de mon père, qui était un écrivain. Mais c'était de ces écrivains qui ne publient pas. Mais elle avait écrit beaucoup de romans et des petits contes aussi, sur des cahiers d'écoliers. Et à sa mort, j'ai reçu tous ces cahiers. Mais avant qu'elle ne meure, j'avais lu un récit dans lequel elle parlait d'un épisode de son adolescence où elle avait eu une grande passion, un grand élan pour une jeune fille qui habitait dans son quartier, qui était une jeune fille indienne. À cette époque-là, les Mauriciens européens ne rencontraient jamais les Indiens. Il n'y avait jamais de rencontre. Mais elle avait rencontré sur le chemin de l'école cette jeune fille, et une amitié très forte s'était établie entre elle et cette jeune fille. Et elle avait un beau jour appris avec désespoir que cette jeune fille allait se marier. Et dans les mariages indiens, la jeune fille, à l'époque, était recluse à la maison. Elle ne pouvait plus sortir. Donc elle ne pourrait plus jamais rencontrer ma tante. Et ma tante avait écrit l'histoire de cette grande amitié qui se terminait sur cette tristesse de l'impossibilité de se voir. Et donc j'ai voulu introduire ce personnage, et ce personnage c'est effectivement Sita, c'est ce personnage qui apparaît dans le roman. Alors est-ce que c'est pour rétablir un équilibre, puisque cette société était très déséquilibrée? J'ai eu envie que, d'une certaine façon, à travers l'amour et à travers la descendance de Léon, qu'il y ait un équilibre qui fasse que cette société puisse retrouver son harmonie, qu'elle ne soit pas une société divisée, qu'elle soit une société en harmonie. L'histoire récente a donné raison à cette idée, parce que l'île Maurice a vécu longtemps dans des situations voisines de l'apartheid de l'Afrique du Sud, mais actuellement c'est terminé. Actuellement on évolue vers davantage de contacts. Il faut dire aussi que la partie de la population dont je suis le descendant est devenue très minime. Et donc, pour parler des cycles mauriciens, je suis en train d'écrire un roman sur cette disparition, non pas comme Pérec, mais la disparition de ce que ma famille représentait. C'était des gens cruels, c'était des gens terribles, mais c'était des gens aussi souvent très généreux, intéressants. C'était des gens très raffinés. Donc, là, pour la première fois de ma vie, j'éprouve de la nostalgie en pensant à cette partie de la population qui est en train de disparaître. Parce que cette tante dont je parle, c'était une personne très généreuse. C'était une personne de grand talent, qui écrivait bien, qui n'avait jamais vraiment été à l'école, mais qui avait un talent d'artiste et beaucoup de générosité, et qui a terminé ses jours dans la pauvreté, mais quand on lui donnait de l'argent, elle le redonnait, elle le distribuait. Elle avait besoin de partager avec toute la population qui l'entourait.
c'est resté pour moi le modèle de l'humanisme, de l'humanité. Et je regrette beaucoup que ces personnes disparaissent, qu'il n'y ait plus de représentants de cette tribu étrange. Il y avait, comme je l'ai dit, des gens très mauvais, mais il y avait parfois, par miracle, des gens extraordinaires. Donc je regrette un peu cela. Donc je suis en train d'écrire pour la première fois de ma vie un roman nostalgique sur cette tribu qui disparaît. Fin de confession. Oui, merci. Alors, à propos de la nostalgie, j'aimerais bien que vous lisiez deux extraits de la quarantaine. Tout d'abord, l'extrait numéro 2, qui décrit qui montre dans quelle mesure la nostalgie du paradis perdu a été vive, forte, enracinée chez Léon, quand il était pensionnaire dans la banlieue parisienne. Et ensuite, dans l'extrait 3, il est tout autre maintenant. Il n'est plus nostalgique, il s'est défait de sa propre nostalgie et il est assez décidé pour se lancer dans un monde nouveau. Alors c'est très contrasté et ce caractère le caractère tel que reflète le troisième extrait et ne se trouve pas chez le héros du chercheur d'or. Bon, donc d'abord, numéro 2, si vous voulez bien. Je me souviens d'avoir entendu la mer un soir. C'était quelque temps après la mort de mon père. Le bruit était si fort, si vrai, qu'il m'avait réveillé. J'avais marché en chemise à travers le dortoir, pieds nus sur la pierre froide. Le bruit grandissait en moi, devenait si fort que j'appuyais mes mains sur mes oreilles. Peut-être que j'avais peur que le bruit ne s'échappe et ne me laisse seul dans le dortoir, comme un souffle qui s'arrête. J'avais marché jusqu'à la porte, j'avais appuyé sur le bec de la poignée très lentement, en fermant les yeux pour mieux entendre. La porte s'était ouverte sur un tourbillon froid, le bruit du vent et de la mer, les grincements des oiseaux. Je restais immobile dans le courant d'air, devant la cour glacée, et un garçon nommé Flécheux était venu, m'avait tiré en arrière. Je me souviens de son visage, de son regard effrayé. Il disait « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as ?» Et moi je répétais « Écoute, mais écoute !» Flécheux avait refermé la porte, et d'un coup le bruit s'était arrêté. Oui. Je lis en japonais. Oui. ある晩海の音が聞こえたのを覚えている。父が死んで間もない頃のことだ。あまりに強烈で紛れもない音だったので目が覚めた。寝巻きのまま共同寝室の冷たい床石を裸足で歩いた。音は僕の中で高まり、あまりに強烈なので両耳を手で押さえた。まるで息が止まるようにしてその音が僕から逃げていき、共同寝室の中に一人取り残されるのが怖かったのかもしれない。ドアのところまで歩き、よりよく聞こうと目を閉じながら、おもむろに握りを回した。開いたドアの向こう側から冷たい風が渦を巻きながら吹き込んできて、風の音、海の音、それにきしるような鳥の音が聞こえた。凍てついた中庭を前に風に身をさらしてじっとしていた。するとフレッシュという名の少年が近寄ってきて、僕を後方に引っ張った。その顔、その怯えたような目つきを今も覚えている。何をしてるんだ、どうしたんだ、と言った。聞けよ、聞けたら、と僕は繰り返した。フレッシュはドアを閉めた。すると音はそれっきり止んだ。Alors, Léon n'a jamais, en fait, entendu le bruit de la mer de Maurice. Mais son frère Jacques, plus âgé de 9 ans, lui avait raconté bien des fois de la mer de Maurice. Donc, c'était devenu une sorte de fausse mémoire, bien enracinée en lui. Et c'est là une scène extraordinaire de l'hallucination auditive, je pense,
dans l'extrême solitude, juste après la mort de son père et juste après le départ de son frère aîné pour l'Angleterre, il est seul. Et dans cette solitude, il entend le bruit de la mer de Maurice qu'il n'a jamais entendu en réalité. Cette scène revient vers la fin du roman, deux moments très impressionnants dans votre roman. Mais je voulais, pour répondre à cela, Oui. dire que l'imagination fonctionne d'une façon très particulière, parce que ce passage, ça m'a été inspiré par un camarade de classe que j'avais quand j'étais en France, au lycée de Nice. C'était un garçon qui était d'origine de Tahiti. Et il était pensionnaire. Le lycée était loin de la mer. Mais lui avait grandi à Tahiti en allant tout le temps au bord de la mer. Et il vivait au bord de la mer. Et il m'avait dit que quelquefois la nuit, il se réveillait et qu'il entendait la mer qui entrait dans le dortoir du lycée. Et c'est pour dire que l'imagination utilise toutes sortes de moyens pour construire un roman, que ce sont des bribes de récits, et que là, dans cette histoire, ce n'était pas la mer de Maurice, mais la mer de Tahiti, racontée par ce jeune garçon avec lequel j'avais sympathisé parce qu'il parlait le français avec un fort accent, qu'il venait d'une île, et que moi, je ne parlais pas avec un accent, mais je savais que je venais d'une île, et surtout j'avais ce défaut qui pour les Français était insupportable, je souriais tout le temps. Les Mauriciens sourient, on leur dit faites attention dans la vie, il faut mieux sourire parce que la vie n'est pas facile. Donc j'avais été élevé dans cette idée, et tout le monde me demandait mais pourquoi est-ce que tu souris tout le temps? Et lui, de la même façon, était aimable et avait ce drôle d'accent, donc nous avions sympathisé. Et quand il m'a raconté ça, c'est resté dans mon esprit. Et après, pensant à ce que pouvait imaginer Léon, je me suis servi de ce souvenir. Voilà. Mais donc au fur et à mesure qu'il vit la quarantaine, la distance entre deux frères s'agrandit. Et à la fin de la quarantaine, Léon déclare qu'il n'appartient plus au monde de son frère. Il n'a plus la nostalgie de l'île Maurice. Et bon, alors le troisième extrait est le passage qu'il déclare lui-même, qu'il constate en lui-même ce changement qui s'est accompli maintenant en lui. Vous voulez le lire? Je vais le lire, oui. Comment sont-ils si calmes? Je marche le long de la plage, je cherche les visages que je connais, ceux que je rencontrais quand j'allais à la maison d'Ananta, les vieux qui revenaient de chez elle avec des poignées d'herbes miracles, les laboureurs enturbanés, les Indiens du Nord avec leurs babouches pointues, et les jeunes garçons partis à l'aventure, avec pour seul bagage un mouchoir noué dans lequel ils cachent quelques dollars. Les femmes drapées dans leurs foulards rouges, frêles et durs, visage couleur de terre cuite, portant un grand anneau dans la narine et sur le front la marque du seigneur Yama. Je marche le long de la plage et ils me laissent passer en silence, ils me regardent à peine. Peut-être que je suis vraiment devenu semblable à eux, sans famille et sans patrie, que je me suis lavé de toute mémoire, qu'il ne reste plus rien en moi du grand moon que j'étais, et que je me suis défait du nom des Archambault. Maintenant, je porte sur moi les insignes de ma nouvelle vie, la cendre des bûchers, la poussière noire de Gabriel et l'odeur des oiseaux. Mon regard est neuf. Je ne reviendrai jamais celui que j'étais, celui qui montait la coupée de lava, dans l'idée vaine de retrouver son île et ses ancêtres. なぜ群衆はこれほどに静かなのか。
浜辺を歩いて見覚えのある顔を探す。あなたの家に行った時に出くわした人々だ。素晴らしい薬効のある草を手に持ちきれないほどもらって彼女の家から帰っていった老人たち。ターバンを巻いた農民、先の尖ったスリッパを履いた北部出身のインド人、四隅を結んだハンカチに隠したドル銀貨数個を唯一のロギンに当てもなく出立した少年たちだ。赤いネッカチーフで身をくるんだ華奢で厳しい顔つきの女たちもいる。顔は素焼きの壺のように赤茶けて、大きな花リングをはめ、額には山神の印をつけている。浜辺を歩くと黙って通してくれるが、人々はほとんどこちらを見ない。僕は家族も祖国もなくして、本当に彼らに似てきたのかもしれない。記憶をすべて洗い流し、かつてそうだったお偉方の何も自分には残っておらず、アルシャンボーの仮名を脱ぎ捨てたのかもしれない。今僕は新しい人生のバッジを身につけている。それは火葬場の灰であり、ガブリエル島の黒い砂塵であり、島の匂いだ。鳥の匂いだ。僕は新しい目を持っている。かつての自分には決して戻るまい。自分の島に帰って先祖に再会するなどという虚しい考えを抱いてアバ号の原門を登った男には戻るまい。C'était Oui. ces deux livres, La Quarantaine et Chercheurs d'or, ce sont des livres qui disent la méfiance vis-à-vis de l'exotisme, la méfiance vis-à-vis de quelque chose qui serait superficiel. Et la nostalgie, pendant longtemps, ça m'a paru un sentiment superficiel. Peut-être maintenant que je suis âgé, j'ai tendance à être plus indulgent envers ce sentiment, puisque je ne sais pas si c'est en chinois ou en japonais, je crois que c'est en chinois que la nostalgie s'appelle la maladie de l'automne, ou le sentiment de l'automne. Et le dernier âge de la vie, c'est l'automne. On commence par l'hiver peut-être et on termine sa vie par l'automne. Et donc je suis peut-être plus indulgent maintenant pour ce sentiment. Mais à l'époque où j'ai écrit ces deux livres, je sentais la nécessité de dire avec force que il faut se dépouiller de ces sentiments faciles qui sont le regret du passé, le regret des paradis perdus. Et il n'y a pas de paradis perdu. Il y a des réalités qui sont difficiles à gagner. Et l'île Maurice fait partie de ces réalités difficiles à gagner. Ce sont ces ouvriers, ces coulis venant de l'Inde et quelquefois aussi les laboureurs venant de Bretagne qui ont fait de ces pays des paradis. Autrefois, ce n'était pas des paradis. Et donc, ce ne sont pas des paradis perdus, ce sont des lieux de vie qui ont été durement gagnés. Et ces romans voulaient dire qu'il fallait se dépouiller de cette trompeuse nostalgie pour les vieilles maisons en bois, pour les lieux privilégiés, qu'il fallait aller comme Rimbaud avec des membres de fer et devenir des soldats du réel. Et maintenant, à l'âge du sentiment de l'automne, je peux parler avec tristesse, peut-être parfois, de ces personnes qui ont disparu dans ma famille et qui étaient si généreuses et si élégantes. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver vraiment. Peut-être que je vais aussi écrire un journal pour dénoncer ce mauvais sentiment. Et alors, il est 8h08. Donc on va peut-être clore votre conférence. Je vous remercie beaucoup de cette générosité. Merci. Merci. Merci à Monsieur Yoshikatsu Nakaji qui a fait un travail extraordinaire de traduction. Et je peux en témoigner parce que nous avons échangé beaucoup de questions et beaucoup de commentaires pendant qu'il faisait cette traduction. Et il a corrigé des erreurs. Il y avait des erreurs manifestes
dans le roman, il les a corrigés. Ça, c'est quelque chose de très important. Et il m'a permis aussi de revisiter l'histoire. Et par exemple, il me posait une question concernant le traité de Constantinople que je mentionne dans la quarantaine. Et j'avais complètement oublié ce qu'était le traité de Constantinople. En fait, c'était le traité qui a créé les premières quarantaines. Parce que Constantinople, c'était la porte de l'Orient et que on craignait beaucoup la peste, le choléra, la variole, enfin toutes les grandes maladies. Donc c'est la première fois qu'on a institué le système de la quarantaine à Constantinople. Et M. Nakaji, avec beaucoup d'acuité, avait repéré ce traité et il voulait que dans la traduction, ça soit expliqué. Et donc il a fait ce travail de documentation et d'osmose aussi, ce travail de transposition. Et tout à l'heure, vous l'avez entendu dire que l'écrivain que je suis se transporte dans une autre personne, change d'identité, devient quelqu'un d'autre. Je crois que M. Nakaji, au cours de la traduction, a plusieurs fois changé d'identité. Bon, je l'en remercie beaucoup.